Bon, ben, je pense qu'on peut commencer la rencontre. Donc, je me présente Yupi, membre de Event Yaoi et de IB Édition. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une rencontre dans l'ordre du littéraire MM avec excusez-moi, autrices Marie Mathieu et Amélie Séastia. Donc, je vais leur laisser la parole pour qu'elles puissent se présenter. Donc, je ne sais pas si c'est possible pour vous maintenant. Salut à tous et merci d'être sur cet atelier. Donc, nous sommes Amélie Séastier et Marie Mathieu, deux autrices de romances MM depuis quelques années. Et on écrit du MM sous beaucoup de romances et puis en fait dans n'importe quelle thématique. D'accord. Et donc ça fait plusieurs années que, d'ailleurs, je veux dire que ça fait des années que je vous suis personnellement, parce je crois qu'on a débuté ensemble. Donc j'ai pu voir vos débuts et je vois encore votre avancée. Donc, est-ce que vous pouvez présenter un peu votre univers, ce que vous écrivez, un peu tout, quoi. Alors, nous, on a commencé donc par les fanfictions de la confrérie de la Dague Noire. Ouais. Et ensuite, on s'est lancé dans du paranormal, du vampire. Ouais. Non, on a commencé d'abord par du MF, et puis ensuite, on s'est lancé dans un vampire MM, c'était le premier, d'MSBN. Et puis, on a pris le goût, même, du coup, ça. Ouais. Et on a continué donc avec des romances sportifs, et puis après, plus contemporains, avec vraiment tous les genres, en fait. Tous les sous-genres de la romance, on a essayé de les traiter. Il y en a eu du militaire, de la dark, du biker, voilà. Donc en fait, on fait en fonction de ce qui nous inspire. Voilà. Dès qu'un thème nous plaît, en fait, si on trouve qu'il colle bien dans la romance MM et qu'on a des choses à dire, ben on l'exploite. Donc là, effectivement, vous variez de tout, enfin d'un peu de tout. Et est-ce que pour vous, ça a été, qu'est-ce qui a été le déclic en fait quand vous avez commencé? Parce que là, vous avez fait de la fanfiction et après, vous êtes passé à plus quelque chose d'assez original. Qu'est-ce qui vous a encouragé à franchir, à passer de la fanfiction à l'original? Ça a été l'envie de créer notre propre univers. C'est voilà. Parce que quand tu écris de la fanfiction, t'es quand même assez, même si tu peux aller très très loin, t'es quand même assez cadré. Il faut que tu restes dans l'univers de base en fait. Et nous, on avait vraiment envie d'exploiter un univers propre à nous. Ouais, c'est l'envie de créer quelque chose de A à Z en fait, sans avoir des contraintes et tout ça. D'accord. Quel a été votre premier roman sur le tout premier, quand vous avez sorti votre tout premier original? Est-ce que vous avez eu des appréhensions? Est-ce que vous avez eu, comment dire, lors de votre première création, dans votre tout premier roman, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez chacune devait trouver des idées séparément et vous avez englobé, ou vous avez toutes les deux travaillé sur le même concept? Alors en fait, on n'a pas vraiment eu d'appréhension sur le premier roman parce que les gens ne pensaient pas qu'on allait publier ou quoi que ce soit. On l'a vraiment écrit pour nous, pour le monde de la fanfiction, en fin de compte, pour les lecteurs qu'on avait déjà en fanfiction. Et ouais, donc ça s'est fait comme ça, on s'est lancé sans trop réfléchir en fait. Je crois qu'on n'a même pas établi de directives ou quoi. On voulait se faire plaisir. Ouais, voilà, on s'est lâché. En fait, franchement, avec ce roman, je crois qu'on s'est vraiment lâché. On a écrit au feeling et tout. Et on a vu que finalement, ça se passait bien, qu'on s'éclatait à l'écrire. C'est surtout ça, ouais. Ouais, voilà. C'est ouais, c'est qu'on n'avait pas du tout d'enjeu, ni de publication, ni de lectorat, parce qu'en fait, on avait notre lectorat de fanfiction, c'est vrai qu'on se faisait plaisir à eux et à nous, donc ouais, c'était c'était vraiment juste pour ça, en fait, à la base, quoi. Et finalement, ça s'est fait assez facilement pour nous. On n'a pas eu de soucis comme un auteur qui pourrait se lancer maintenant et qui se dit je voudrais être publié ou quoi que ce soit. Non, nous, c'était vraiment tranquille, quoi. Donc, ça a été... Et pour le processus d'écriture, c'était au feeling au début. Hein.
En fait, j'ai été voir Amélie, je lui ai dit, ouais, j'aimerais bien qu'on écrive un roman sur des vampires et rockstars, notre premier roman, sur ça. Et on s'est lancé là-dessus. Et, je sais pas, on a apporté nos idées toutes les deux. On a gardé le même principe d'écriture en plus depuis. C'est-à-dire qu'on fait chacune un personnage quand on écrit toutes les deux. Et ouais, et comme ça, et ça a coulé de parce que déjà dans la fanfiction, c'était comme ça qu'on écrivait aussi. Donc ouais, ça a juste été une continuité en fin de compte. D'accord, effectivement, c'est un travail, un très bon travail d'équipe. Donc, juste une petite aparté, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez intervenir, vous pouvez utiliser le chat d'Utilitaire RMM pour pouvoir donner vos impressions, poser vos questions. Comme ça, je peux aussi les transmettre à nos autrices présentes. Donc, la question suivante, ce serait plutôt le travail d'équipe, puisque là, vous êtes en travail à 4 mains. Comment ça va se passer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des petites divergences entre vous, ou bien ça coule de source, ça va, l'une dit une idée, dit ah ça va, c'est super, on peut partir dessus, etc. Est-ce que ça pose, est-ce qu'il y a un gros défi derrière quand on travaille à 4 mains, ou c'est comme si on travaillait à l'unisson comme d'habitude, comme si on était seul? En fait, nous, on a la chance, c'est qu'on est assez complémentaires. On est différentes, mais complémentaires, un peu comme le yin et le yang. Donc, on va voir sur les gros trucs, non, on est souvent d'accord, en fait, on a la même vision des choses. On va plutôt pas être d'accord sur des petits détails, genre les prénoms. Et ouais, de temps en temps, les couvertures. Mais sinon, après, du coup, on connaît très très bien l'autre, on se complète et on arrive un peu à anticiper ce que désire l'autre et tout ça. Donc, même au niveau des fins, dernièrement, on n'écrivait pas un MM, mais on n'avait pas établi la fin pour une autre, tu sais. Ouais. Et du coup, chacune avait une idée, et en fait, quand on s'en est parlé, en fait, on avait la même. Voilà, ouais, on arrive à maintenant à force de travailler ensemble aussi, on a des années de pratique, donc du coup maintenant on sait comment l'autre voit les choses et ouais, donc on est assez complémentaires et du coup ce qui est bien, c'est que du coup comme on traite chacune un personnage, et ben voilà, ça complète l'histoire en fait. On a des fois des points de vue différents, mais c'est des points de vue qui vont bien ensemble en fait. Donc ouais, non, on n'a jamais eu de gros soucis de prise de tête pour que ce soit pour l'histoire ou quoi que ce soit. Je crois qu'on a toujours été sur le même point de vue à ce niveau-là. C'est vraiment des détails et encore voilà, c'est plus amusant qu'autre chose en fait. C'est clair. Donc non, ça coule de source maintenant pour nous décrire ensemble. Ouais. On est vraiment Beauté. ouais, vraiment. Effectivement, vous avez cette harmonie de travail ensemble, vous êtes, comme vous le dites, complémentaires, donc l'une a donné une idée, l'autre dit « Ah, j'avais la même, donc c'est trop bien ». Est-ce qu'il y a des univers qui vous posent des fois des problèmes? Par exemple, là aussi, vous avez écrit sur les bikers, vous avez aussi écrit sur du sportif. Est-ce qu'il y a des univers que vous avez écrits qui vous ont demandé énormément de recherche avant de le mettre sur papier? Oui, ouais. Alors Jaeger déjà. Ouais, je crois que c'est le plus conséquent. Ouais, Jaeger, donc c'est un peu historique. En fait, c'est dans les années 60, c'est des chasseurs de nazis. Donc il a fallu faire énormément de recherches là-dessus, donc notamment sur la guerre et puis évidemment sur la suite de comment ça s'est passé pour les nazis en fuite, quoi. Celui-là nous a demandé pas mal de recherches. Et moi, pour lequel j'ai le plus de mal, personnellement, ça va être les militaires. Voilà. Amélie adore ça. Moi, j'ai un peu de mal avec tout ce qui est code militaire et tout ça. Et sinon, pour le sportif, le sportif, en fait, ça coulait assez de sources parce qu'Amélie est très fan de foot. Donc, et puis elle adore faire des recherches aussi sur des trucs sportifs. Ouais, c'est clair. Mais Jaeger, et il y a un autre aussi qu'on n'a pas... Non, c'était le seul. Les bikers, non, ça nous a pas demandé énormément de recherche. Déjà, j'ai des amis qui sont dans ce monde, donc ça nous a aidé pas mal. Et puis, on a vu pas mal de choses aussi à ce niveau, qui ont fait que c'était assez simple d'écrire, en fait, sur ce domaine-là. Mais ouais, le plus difficile, ça a été Jaeger, ça nous a demandé vraiment énormément de recherche. Ouais, je suis assez d'accord. Je crois que c'est Jaeger. Parce qu'après, tout ce qui est militaire, comme disait Marie, moi j'adore ça, faire des recherches, donc rien, entre guillemets, aucune question ne me résiste, donc ouais, il y a que Jaeger parce qu'en fait, toutes les finesses, par exemple, d'époque aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait toutes les recherches historiques, donc on a des preuves, donc ça nous permet d'avancer, mais par exemple, c'est tout bête,
Mais dans Jaeger, à un moment, on se demandait s'il y avait la salle de bain dans les chambres d'hôtel. Donc, de nos jours, oui, c'est à part dans les dortoirs communs, tout ça, oui, il n'y a pas de chambre, enfin, il n'y a pas de... Mais ouais, voilà, c'est tout ce qui est contextuel de C'est l'époque, c'est assez... ouais. Après, on sait les trucs de base, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas tout ça, quoi, mais il y a des petits détails comme ça qui font que l'histoire est crédible. Beaucoup des post-it aussi. Ouais. Est-ce que ça existait déjà? On peut les appeler comme ça. Donc ouais, c'est vrai que l'écriture de Jaeger est un peu plus compliquée que les autres parce qu'en fait, il y avait plein de petites choses à vérifier quand on écrivait. Donc en fait, il fallait reprendre presque chaque info qu'on mettait pour être sûr que pour être sûr que ça existait à ce moment-là et est-ce que c'était crédible surtout. D'accord. Là, vous m'entendez toujours? Oui. Ok, c'est bon. Ok. D'accord, effectivement, vous avez bien au niveau de... C'est vraiment le roman qui vous a vraiment demandé énormément de recherche et de travail. Et donc, effectivement, justement, au niveau des recherches. Donc là, vous avez dit que c'est Mary qui fait les recherches. Non, pas tout. Enfin, je veux dire, pour tout ce qui est sportif, ouais. Ah oui, d'accord. C'est militaire, donc à peu près 50% de ce qu'on écrit. Non, mais on fait les recherches à deux, toujours. On divise le boulot là-dessus. Chacun met sa patte. D'accord. Et justement, pour vos personnages masculins, parce que je pense que vous êtes essentiellement du MM, pour vos personnages masculins, vous vous basez sur quoi exactement? Quels sont vos moteurs de recherche? Est-ce que vous vous basez sur plus de la fiction pure et dure, donc vous imaginez de A à Z, ou bien vous vous inspirez de personnages, de personnes réelles, des acteurs, des chanteurs, pour pouvoir donner vie à vos protagonistes? Alors, je pense que physiquement, ouais, on a une image en tête, mais l'image est forcément basée sur quelqu'un de réel. Après, ce qui est pour la personnalité, non, la personnalité, c'est vraiment déjà en fonction de l'histoire, du sujet qu'on veut traiter. Donc, c'est quelque chose qu'on va créer de A à Z totalement, quoi. Après, forcément, on prend des tics, des petites manies, des choses comme ça qu'on a déjà vu chez quelqu'un, quoi. Mais non, le gros du personnage, c'est vraiment imaginé de A à Z. Et je pense aussi qu'on met quelquefois des petits détails de notre personnalité en tant qu'auteur dans certains des héros. Ouais, on met toujours de soi de toute façon dans tous les romans. C'est un peu le truc inévitable. Même si on voudrait l'éviter, je pense que c'est un truc impossible. D'accord. J'ai Gaëlle, pardon si je le prononce mal, excusez-moi, qui dit que Jagger est super, mais c'est un sujet dur. Elle vous félicite. Donc, merci, c'est gentil. Effectivement, donc, effectivement, c'est quand même le roman, c'est quelque chose d'assez intense. D'ailleurs, vous, les personnes qui écoutent en ce moment, est-ce que vous avez par rapport à Jagger, justement, si vous l'avez vu, si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé, puisque vu le travail énorme qu'il y a derrière, est-ce que vous avez un avis dessus en particulier? Comment vous l'avez trouvé, en fait, d'un point de vue historique? Oh, on a des gens timides. On a des gens timides, oh, ils sont mignons. Bon, à côté de ça, donc effectivement, vous avez continué, vous êtes des autrices qui sont quand même reconnues dans le milieu du MM français. Et j'ai vu aussi que vous avez aussi, je ne sais pas si c'est vous, mais je pense que vous avez aussi signé, si je ne me trompe pas, en dehors, vous êtes connue aussi en dehors de la France. Ah oui. Ah oui, ouais. Oui, c'est ça. Il y a 2 ans, en fait, il y a une maison d'édition italienne qui nous a contactés pour signer et traduire certains de nos bouquins en italien. Et du coup, c'était nos MM, donc du coup, on a dit oui. Il y a actuellement... le 3e titre va sortir en août. Ce sera Demes Sven là, qui va être traduit en italien. Et jusque-là, il y a eu La liberté de t'aimer, qui est sorti en italien. Et Patriote. Et Patriote. D'accord. Donc là, et comment, je veux dire, au niveau de cette fierté que vous avez, en fait, de se dire, ah, mais voilà, en fait, on est enfin reconnu, on est vu par l'autre. Comment il t'accueille justement vos romans
par rapport à la France? Parce que je pense on a deux perceptions pas totalement identiques. Est-ce que vous avez des retours sur vos romans? Ah bah oui, parce qu'on a été faire un salon donc en Italie, qui était organisé par la maison d'édition qu'on a. Et donc on a rencontré des lectrices. Et malgré la barrière de la langue, ça s'est plutôt pas mal passé. Tout à fait. Et elles ont été assez bon, on va dire, je vais dire enchantées, mais c'est pas vraiment le mot parce que je sais pas si t'as lu La liberté de t'aimer, mais Rhodes, c'est pas la joie dans ce livre en fait. Mais elles ont adoré, franchement, elles ont été assez emballées par l'histoire et du coup c'est comme ça qu'on a pu signer les autres livres, quoi. Et bah ouais, franchement pour nous ça a été super surprenant. Ah ouais. Je vais pas te mentir. Quand elles sont venues nous contacter pour nous demander ça, On croyait que c'était une blague. On s'y attendait pas du tout, quoi. Donc ça a été ouais, c'est une sorte d'aboutissement, ouais, carrément, parce que bon, tu te dis quand même que tu es traduit dans une langue étrangère et lu par d'autres gens en dehors de ton pays, ouais, c'est juste énorme, quoi. Ouais. Totalement d'accord. Donc, vous avez pu rencontrer effectivement ce public étranger qui vous a accueilli les bras ouverts Mais oui, en vous disant que vos romans, c'est une tuerie, on peut dire ça comme ça. Et d'accord. Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des univers, enfin des styles que vous aimeriez faire, mais que vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire? Parce que là, vous avez fait sportif, militaire, historique. Est-ce qu'il y en a d'autres en particulier que vous aimeriez, mais que vous ne pouvez pas faire pour une question de timing, une question, est-ce que ça va toucher, est-ce que ça a touché du monde? Est-ce qu'il y a ce genre de truc en particulier? Non, je crois que quand on a une idée ou envie d'écrire un truc, on y va. On n'est pas trop du genre à se restreindre pour X ou Y raison, sachant qu'on fait ça à plein temps. Donc, le temps là, il n'y a pas de souci. Mais si ça pouvait être juste pour des raisons, qu'est-ce qu'on va penser de nous, comment vont réagir les gens ou des choses comme ça. Non, je pense pas qu'on se priverait pour ça. Je pense qu'on se lancerait à partir du moment où on a envie de traiter un sujet, on va le traiter. Ça. On ne s'est pas gêné de faire des thématiques comme dans Rhodes, La liberté de t'aimer. Voilà, pour ceux qui l'ont lu, ils sauront de quoi on parle. Voilà, quand en fait on a un thème, un univers et une problématique, on se pose pas de limite, en fait, on l'exploite à fond. D'accord, donc en fait, les thématiques, vous les prenez au hasard et après, vous vous lancez dedans. Exactement, on va voir un sujet qui nous inspire et puis voilà. On va dire, putain, ça j'ai trop envie d'écrire là-dessus, il faut qu'on le fasse et on va le faire. Est-ce que tu me suis? Et généralement, c'est oui, donc... Voilà. D'ailleurs, justement, au niveau de la thématique qui vous inspire, vous vous basez sur quoi? C'est-à-dire, déjà, la première base, ce qu'on dit toujours aux débutants, d'avoir un petit carnet sur soi et d'écrire tout ce qui nous passe par la tête. Est-ce que vous, puisque vous n'habitez pas ensemble, mais est-ce que vous faites la même chose? C'est-à-dire, vous êtes là, quelque part, et puis vous avez votre petit carnet, vous écrivez des idées comme ça. Enfin, ça vous arrive aussi de faire ça? Moi, ça m'arrive, mais la plupart du temps, c'est j'envoie un message à Marie et je lui dis ah en fait j'ai envie d'écrire là-dessus. Est-ce que tu me suis? En fait, le carnet de brouillon, en fait, c'est la conversation Facebook. Ouais, non, moi non plus, je note rien. Je vais noter juste des idées comme ça qui passent par la tête, mais pas d'idées de thématiques ou des choses comme ça. Ouais, pareil, par exemple, je vais voir un truc, je vais me dire putain, mais ça c'est juste géant, quoi, faut qu'on écrive là-dessus. C'est ça. Je vais la contacter directement pour lui en parler. Voilà. Et après, du coup, c'est ce qui nous inspire un peu tout et n'importe quoi en fin de compte. On va voir un truc à la télé, on va rencontrer quelqu'un, on va écouter parler d'un truc, on va écouter une chanson, ça va être tout et n'importe quoi qui va nous donner envie d'écrire sur tel ou tel thème. Et c'est là-dessus qu'on va se baser. Par exemple, pour Jaeger, on s'est dit, on va écrire sur les chasseurs de nazis. Voilà, on a fait partie de ça. On n'avait rien d'autre derrière, et après on étoffe l'histoire, quoi. Mais à la base, c'est ça. Hors jeu, on s'est dit, on faut qu'on écrive sur le foot, l'homophobie dans le foot. Pareil pour par exemple le Blood of Silence où en fait on a construit toute une saga sur les bikers et on savait qu'il y avait un tome qu'on allait dédier au MM à la problématique et c'est en arrivant au tome en question qu'on a développé en disant il traitera en sujet secondaire de celui-là, de celui-là, de celui-là. On part toujours d'un thème central et après on... Voilà, et ensuite on étoffe le thème et puis on va sur diverses palettes
Et on crée aussi donc les personnages. Donc à ce moment-là aussi, ça commence à l'histoire prend forme en fait. À partir du moment où on a le sujet, des idées de personnages, on voit vers comment on veut les faire évoluer et vers où on veut les emmener. Et à partir de ce moment-là, ouais, voilà, c'est là que l'histoire commence à être une histoire. D'accord. Et justement, en parlant de thème, il y a toujours Yael qui demande quel est le prochain thème. Surnaturel. Ouais. En MM, ce sera du surnaturel. Ce sera donc des chasseurs. On n'a pas trop décidé, en fait, pour la petite histoire. On va dire que ce sera surnaturel parce qu'Amélie a regardé Supernatural, elle a découvert enfin, et elle est devenue archi-fan, et du coup, elle vient me voir, elle me dit, du coup, faut qu'on écrive un surnaturel. C'est ça. J'ai été frustrée de la bromance dans Supernatural, donc du coup, j'ai dit à Marie, il faut à tout prix qu'on en fasse une comme ça, parce que voilà. Du coup, voilà le prochain thème. Effectivement, Supernatural, c'est la série où il y a beaucoup de bromance, mais que ça va jamais plus loin. Mais on c'est attend ça, toujours la suite. On se dit enfin il va se passer quelque chose, et au final, ah bah non. C'est exactement ça, avec Destiel. Donc voilà. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais justement, parce que là vous avez dit le prochain c'est du surnaturel, est-ce que vous avez un thème de prédilection? C'est-à-dire le thème auquel vous êtes sûr que ça va couler de source, ça va cartonner, ça va, voilà. Enfin, même du point de vue du public, mais de votre point de vue à vous, vous dites celui-là, c'est ce thème-là qu'on va tout le temps s'en servir, et parce que voilà, parce qu'on adore ça. Non. Que ce soit du point de vue, alors déjà du point de vue du public, on n'est jamais sûr de rien, mais alors, Tout à fait. tellement que c'est tellement aléatoire que tu peux pas savoir du tout. Tu vois, regarde, on a sorti 2 livres dans l'univers du football et ils ont pas marché de la même façon, je pense. Ils ont bien marché, mais Tous pas les de deux, la pas même de la même façon, ouais. Tu vois, donc, mais non, après, on n'a pas de thème qu'on va rééditer à chaque fois. Ça reste contemporain, voilà. Ça reste contemporain, c'est actuel, à part les guerres, évidemment. Mais sinon, non, on a vraiment, on n'a pas de thème. Et puis alors, sinon, ça m'irait vite, en fait. C'est surtout ça. C'est vrai, tous les plots, on a déjà fait un Gay for You, un Enemy to Lovers, enfin, à chaque fois, on essaie de changer. Et puis, je pense que, en fait, c'est comme elle disait Marie tout à l'heure, c'est en fonction du thème de base. Et puis, quand on commence à développer les personnages, on se dit, on va s'orienter comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de base. On va écrire un bouquin là-dessus parce que ça fonctionne, parce qu'on est plus à l'aise. On aime bien, avec Marie, se mettre en difficulté aussi. Donc, plus le thème, on l'a moins traité et il nous paraît entre guillemets casse-gueule parce qu'on le maîtrise moins. Du coup, ça va être un challenge de se dire, on va maîtriser ce thème, on va faire un roman là-dessus et ça va être un défi. Ouais. Encore que le plus qu'on a fait, quand même, je suis en train peut-être de comprendre ta question, c'était peut-être pas les thèmes généraux que tu voulais dire, mais peut-être la façon dont les héros l'archétype, en fait. Ce serait peut-être plus le Enemy to Lovers. Ouais, c'est vrai que c'est celui qu'on a le plus traité, en fin de compte, parce qu'il y a eu Dame Sven, Jäger, Militaire, ouais. Ça, après, c'est un truc, voilà, c'est vaste. On aime bien, mais du coup, comme les thèmes des bouquins sont totalement différents les uns des autres, parce que là, pour le coup, les trois, là, ça n'a rien à voir les uns avec les autres. T'as pas l'impression de te répéter, tu vois. T'as l'impression de faire autre chose, différent. Puis les personnages sont pas les mêmes non plus, donc voilà. Justement, attendez, j'ai un petit message de cœur d'homme qui dit j'adore les Enemy to Lovers. Le Enemies to Lovers, voilà. Ouais. Et donc, effectivement, donc, vous n'avez pas de thème de prédilection, donc si effectivement tous vos romans sont divers et variés. Mais par rapport au public, est-ce qu'il y a bien, parce que je pense que vous communiquez énormément avec eux, vous avez une page Facebook, un Instagram, est-ce que par rapport à ce qu'au niveau du public, il y a certains, vous sentez que ça passe, d'autres qui ne passent pas, enfin, est-ce que vous revoyez des fois vos romans vis-à-vis de ça, ou vous restez comme d'habitude, vous changez pas grand-chose en fait? Non, on change, on sait, il y a des thèmes où tu sais qu'ils vont être moins appréciés. Enfin, c'est pas qu'ils vont être moins appréciés, c'est que le public sera moins large. Par exemple, tout ce qui est dark, déjà. Ouais. C'est vachement moins large en public. Et qu'est-ce qu'il y a on a fait? Jäger aussi, ouais. Historique, ça intéresse moins le public. Nos lecteurs sont vraiment plus contemporains, en fin de compte.
Mais non, ça nous arrête pas en fait. À partir du moment où on avait envie d'écrire un truc, faut pas qu'on se prive pas. On peut pas se dire on va faire ça parce que le public va aimer. Parce que sinon on prend pas de plaisir à l'écrire, les gens ne pourront pas l'apprécier. On part de ce principe-là, que si nous on prend du plaisir, on arrivera à le transmettre. Exactement. D'accord. Donc en fait, vous écrivez en fonction de votre cœur, mais pas en fonction des avis des autres. Voilà. Exactement. Exactement. Exact. D'accord. Mais est-ce que vous, enfin, comment le public, bah justement ceux qui sont ici dans le salon, si vous ne pouvez pas parler en vocal, mais vous pouvez laisser un message, comment vous percevez les romans de Marie et d'Amélie? C'est-à-dire, est-ce que vous les trouvez plutôt, comment expliquer ça? C'est-à-dire, qu'il manque quelque chose ou vous adorez tel qu'il est, donc il faudrait qu'on continue comme ça. Est-ce qu'il y a un truc en particulier que vous avez envie de dire par rapport à ça? D'ailleurs, quel est votre roman coup de cœur, hein, roman ou série coup de cœur? Donc, en attendant que cette question, pour Marie, pour Marie et Mathieu, même chose, quel est votre roman coup de cœur? Enfin, quelle est la série que vous avez faite qui est devenue votre coup de cœur à vous? C'est-à-dire là, vous dites, waouh, ce truc-là, ça, c'est nous, c'est parfait. Qu'on a lu, tu veux dire? Non, plus dans votre série à vous. Hein, Ah, qu'on a écrit. Ouais, dans vos trucs, oui, voilà, excusez-moi, dans vos bibliothèques à vous, dans votre roman à vous. Le coup de cœur de... moi, je crois que ça restera hors jeu définitivement. Parce que, je sais pas, il a une place particulière hors jeu. Ça a été notre premier contemporain, notre premier édité. Le premier de beaucoup de lecteurs aussi. Le premier de beaucoup de lecteurs. Énormément de lectrices ont commencé le MM avec hors jeu. Et ouais, je sais pas, ces personnages, ils sont... ouais, c'est des petits chouchous, quoi, en fait, voilà. Tu sais, c'est comme si c'était nos bébés, tu vois, qu'on avait vu grandir et tout, tu vois. Et c'est eux qui ont eu la plus jolie évolution, entre guillemets, on va dire. Parce qu'ils sont passés de l'auto-édition à l'édition, ils ont été... Voilà, ils nous ont permis de vivre plein de choses en tant qu'auteur. Aller à des salons, des dédicaces, tout ça, voilà. Donc c'est... ouais, je sais pas. Hors jeu, pour moi, ils ont quelque chose de spécial. Ça doit être utile. Même pas moi, je dirais Clax et Savage dans God of Silence. Parce qu'on est dans l'univers des bikers. Avec Marie, on aime beaucoup les bikers. Et puis, l'univers est tellement complexe. Et je veux dire, l'histoire d'amour est tellement intense et belle. Et assez explosif. Et puis, ce côté, on s'aime malgré tous les interdits. Moi, me plaît beaucoup. Même si je te rejoins entre Clax et Savage et Wade et Nikki, je pense que mon cœur balance. C'est difficile de choisir. Alors, ça y est, enfin. Oh, ça y est, ils sont tout mignons, ils ont tous répondu. Du coup, alors, dans le chat, ils ont dit que leur coup de cœur, ça a été... Alors, j'en ai pour Angel 978 dessus qui a dit son coup de cœur, c'est hors-jeu. Gaël aussi. Cœur d'homme, c'est plus Jigger. Et Lucien, c'est hors-jeu aussi. Ouais, c'est hors-jeu. hors-jeu. Donc, hors-jeu a été... pour ceux qui ont répondu, hors-jeu... Voilà, qui a touché le cœur du public. Donc, hors-jeu, c'est vraiment une romance un roman plutôt qui a vraiment plu au public. Comment vous est venu justement? Tiens, parlons de hors-jeu, puisque vu que c'est le coup de cœur, comment ça vous est venu en fait? Vous avez regardé quelque chose en particulier pour dire, allez, on fait sur ça, et rien que ça. Alors en fait, pour hors-jeu, il y a plusieurs années, j'évoluais beaucoup dans le milieu du foot en tant que joueuse. Bon, pas pro du tout, hein. C'était en pure amatrice et tout ça. Et j'étais une grande supportrice du foot et tout ça, de mon équipe régionale et l'équipe de France. Et c'est vrai que je trouvais ça super intéressant d'écrire une romance même dans ce milieu parce que en évoluant dedans, je me suis rendu compte qu'il y avait... c'était pas un milieu si ouvert d'esprit que ça. Enfin, je veux dire, beaucoup d'insultes étaient homophobes, tout ça. Et c'est vrai que la problématique s'est posée, c'est comment on fait quand on est une star du foot et qu'on est gay, d'évoluer dans ce milieu-là et d'être soi-même en fait. Alors qu'en fait, la société nous met dans des cases.
Et c'est vrai qu'on en a discuté avec Marie et on s'est dit que c'était intéressant de traiter cette thématique du football qui est quand même très codifié, tout ça, avec l'acceptation de soi et surtout le coming out. Oui, effectivement, dans le milieu sportif, le coming out, c'est très, comment dire, ça reste c'est quand même un sujet assez tabou. Tout à Donc, fait. créer une histoire sur un sujet tabou et sur un milieu qui est très masculinarisé, voilà, ça a dû être très sportif, jeu de mots, très sportif pour vous, en fait, pour l'écrire. Oui, ça a été très intéressant. Ouais, parce que c'est assez codifié, c'est très macho, c'est très masculin surtout. Enfin, je veux dire, et c'était assez intéressant de voir en fait, de traiter les réactions de chacun que ce soit dans l'équipe, au niveau des supporters, au niveau de la famille et tout ça, de traiter tous ces sujets-là, de voir comment ça pouvait être interprété. Et je pense qu'on n'a pas été, on n'était pas dans le monde des bisounours sans être non plus trop extrême, on va dire. Tout à fait. C'était dosé. Voilà. Justement, on a traité plein de sous-thématiques dans le jeu en essayant d'être le plus juste possible. D'accord, effectivement. Est-ce que justement pour ça, pour hors-jeu, puisqu'on est dans les coups de cœur, est-ce que vous avez fait enfin, comment dire, des petites interviews auprès de personnes qui justement qui sont dans le milieu sportif, qui ont pu faire un coming out pour vous donner une approche plus réelle, on va dire entre guillemets, pour vous donner une approche plus réelle à vos personnages, où vous êtes vraiment basé sur rien du tout et vous avez fait comme vous avez pu entendre ou voir à travers les médias. Non, ouais, on n'a pas fait d'interview et je crois pas qu'à l'époque où on a écrit hors jeu, il y avait déjà un footballeur qui a fait son jeu. Robbie, je sais plus comment il s'appelle. Il y a un footballeur américain qui jouait en Angleterre avant et qui après est parti en Amérique pour jouer, qui a fait son coming out, mais je crois qu'il a fait son coming out après qu'on ait écrit hors jeu. Donc quand on a commencé, je crois qu'il n'y avait aucun footballeur, en tout cas à notre connaissance, qui avait fait son coming out. Donc on a basé tout sur de l'imaginaire, sur ce qu'on connaît du monde du football, sur les recherches qu'on a fait sur le monde du football, tout ce qui est surtout en Angleterre, quoi, parce que la fanbase anglaise est quand même assez c'est virulent, quoi. Et comme l'histoire est basée en Angleterre, donc on a travaillé sur ça, on a fait des recherches là-dessus, mais sinon on n'a pas interviewé de footballeurs. D'accord. Et donc Gaëlle qui dit qu'elle aime beaucoup, enfin, j'aime beaucoup aussi Dame et Steven. Dame et Sven, ouais. Ouais, Steven. Non, d'accord, effectivement. Quand vous créez vos personnages, est-ce que vous calez un peu sur, enfin, vous essayez au mieux de vous caler sur une réalité ou là vous restez plus dans le fictif à 100%? Quand on fait du contemporain, non, ouais, on essaie quand même de caler à la réalité, il faut forcément debout, donc il faut un minimum de réalisme, que le personnage ait du réalisme aussi. Après, non, je pense pas qu'on fasse des trucs what the fuck, non. Non, ouais. Quand on écrit sur du contemporain, non, puis c'est quelque chose qu'on peut pas trop se permettre, et ben, voilà, comme tu le disais pour l'histoire, quoi. Après, par exemple, des MSVN, ouais, là, par contre, on s'est un peu lâché. Ouais, c'est clair, on s'est lâché. Parce que c'est du surnaturel. Donc, on peut oser plus de choses. C'est des vampires, ils ont des centaines d'années, ils ont vécu pas mal de choses, tu vois, donc tu peux te lâcher plus là-dessus. Après, quand tu traites des mecs de 25 ans, voilà, il faut qu'ils aient 25 ans dans leur tête, il faut qu'ils puissent imaginer qu'ils aient 25 ans en le lisant, donc il faut un minimum de réalité. En parlant de personnages, quel est le personnage qui vous a posé le plus de travail? C'est-à-dire là, lui, il faut vraiment qu'on le sculpte de cette façon, mais il y a beaucoup de recherches à côté de savoir comment on peut le modeler, etc. C'est quel personnage qui vous a demandé le plus de travail, de l'imagination complète? Ouais, il n'y en a pas qu'un. Ah, bon, alors, lesquels Moi, je pense lequel qui vous a mis sur cette posture? c'est Kem. Ouais, j'ai bien. Kem dans Instinct 2, il est, je sais pas comment te décrire comment il est à moitié psychopathe, à moitié autiste, on sait pas trop en fait quoi. Il a vraiment des réactions qui sont propres à lui,
Mais d'un côté, en fait, ça a été difficile au début de se lancer dedans, mais une fois que j'étais lancée, ça coulait tout seul, en fait. Ça a été, ouais, voilà, c'était le personnage le plus, exactement. Parce qu'on sait pas trop, en fait, enfin, si on sait comment il pense, mais sa façon de penser, elle est tellement hors du commun que c'était assez bizarre à écrire et en même temps, c'était tellement facile à écrire. À dire, c'était très intéressant parce qu'en tant qu'auteur, enfin en tant que lecteur, c'est vrai qu'on a quand même l'habitude de vite cerner les héros, tout ça, et quand on lit le tome 2 d'Instinct et qu'on se retrouve face à Kem dans son point de vue, on se dit mais qu'est-ce qui va nous arriver? Alors que bon, on est juste lecteur, hein, mais c'est très intéressant. Et puis moi, mon cœur balance entre deux, je dirais Marcus de Jaeger, parce qu'il est vraiment, c'est un personnage très torturé, enfin, il a un lourd passif, et le contexte du bouquin aussi fait qu'il fallait faire énormément de recherches et être au plus juste, tout ça. Et Damon dans Fucking Love 3. Le personnage est très, très, très complexe, il a aussi un lourd passif, et les deux héros, en fait, à écrire, à exploiter et à mettre en vie et que ce soit le plus crédible possible, ça a été le parcours du combattant. D'accord. Ah bah oui, effectivement. Donc c'est Cœur d'homme qui dit Kem avec le petit cœur. J'avoue, ce personnage a dû être très difficile à créer. Ouais, en fait, non, pas tellement. C'était pas vraiment difficile dans ce sens-là. C'était juste, il fallait vraiment s'attarder sur les. Nous, on va réagir à des choses. Il faut vraiment se mettre de. Il a vraiment fallu que je me mette de côté, en fait. C'est ça. Voilà, que je laisse tomber totalement mon empathie ou des choses comme ça, que je laisse tomber mes sentiments totalement et que je me mette voilà, dans la tête de quelqu'un. Mais ça n'a pas été tellement difficile. C'est juste, ouais, voilà, ça, en fait. C'est un challenge. Ouais, c'était différent. Voilà, en fait. Sans être difficile, c'était différent. D'accord. Ah, j'ai Angel 015 978 qui dit d'ailleurs comment on en arrive à écrire un personnage comme Damon et tout ce qui se passe dans ce livre. Ah ouais, alors. Moi, c'est super, mais ça. Oula, c'est une question très intéressante. Je pense qu'il y a un côté challenge de se dire est-ce qu'on va arriver à aborder ces thématiques et à parler de la rédemption, tout ça, et à traiter un personnage aussi complexe et torturé et toute la liste de synonymes qui va avec. Ouais, alors quand je l'ai écrit plusieurs fois, je me suis dit je suis à côté de la plaque, je vais me planter. Et en fait, je pense qu'à la fin, l'auteur et son personnage trouvent un feeling comme une entente. Et on passe comme un pacte en se disant bon allez gars, on va dans cette direction et on va y aller. Je pense que de toute façon l'écriture entre un auteur et son personnage, ça reste quand même quelque chose d'assez mystérieux. Je pense que même nous en tant qu'auteur, on n'arriverait pas à l'expliquer comment ça fonctionne, mais sur l'instinct, enfin sur l'instant T surtout, ben, ça marche et c'est comme ça qu'on réussit à écrire des héros si compliqués. Tu fusionnes en fait un Exactement. peu avec ton personnage. Au début, tu tâtonnes un petit peu, tu sais de quoi il va être fait, mais bon, t'es pas encore vraiment dans sa tête et tout, mais au fil des chapitres que tu écris l'histoire, tu fusionnes carrément avec lui, tu arrives à penser comme cette personne qui a vécu des choses affreuses, quoi. Et ouais, voilà, et ça vient tout seul en fait. Et des fois, mais moi, des fois, ça me fait ça, c'est fou ça. J'ai écrit des trucs comme ça et je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'est naze. Et après, quand je relis, tu sais, quand je relis l'histoire, je me dis, putain, mais en fait, mais c'est génial, c'est tellement bien. C'est clair. Mais tu t'en rends pas compte, en fait, parce que voilà, t'es tellement dans le personnage que ça coule tout seul. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une autre question qui vient de Cœur d'homme. D'où vous est venu le thème de Snuff Movie? Alors, ouais, du film 8 mm avec Nicolas Cage, en fait. Mon père m'avait conseillé parce que c'était... Ouais, oui, mon père me conseille toujours des super films. C'est lui qui m'a conseillé plein de films pour écrire Patriote. Et en fait, vu que le cinéma, c'est vraiment une passion de famille, il m'a dit, Max, ce film, il est vraiment... il est un peu indéfinissable. Donc, du coup, je l'ai regardé et je m'attendais pas du tout à ça. Et je trouvais que c'était un thème intéressant à exploiter dans une romance ou même dans un thriller. Tout ça, c'est comme un peu... enfin, tous les thèmes sont intéressants. Et moi, je trouvais que dans l'univers du porno, intégrer le snuff movie était
C'était comme une évidence parce que dans n'importe quelle thématique, en fait, il y a ces côtés sombres et ces côtés positifs. Et dans la série Fucking Love, je trouve ça intéressant de montrer et les côtés positifs et les côtés négatifs. Non, ça va dans l'extrême, c'est la déviance totale Ouais, du c'est porno, ça. quoi. Et malheureusement, ça existe. C'est ça. C'est surtout que ce genre de truc existe et voilà, c'était. Je trouvais ça intéressant en tant qu'auteur de se mettre au challenge d'exploiter ce thème, en fait. D'accord. Alors, donc, Cœur d'homme donne comme commentaire, m'a fait découvrir ce côté sombre du porno et je trouve ça tellement inédit et génial de l'avoir exploité. Bah, oui, effectivement, quand on parle d'un sujet aussi intense que le porno en lui-même, c'est voilà, c'est génial en fait. C'est-à-dire là, vous n'avez pas eu d'utiliser de tabou, enfin, vous êtes parlé dans un sujet qui est à controverse, puisque le porno, on va dire, c'est pas un sujet que tout le monde va parler de façon assez explicite. Pour certains, c'est très mal vu, alors que pour d'autres, bah, voilà. Mais en parler du côté sombre, ça, je trouve que c'est très bien d'en avoir exploité. Est-ce que ça vous a est-ce que ça vous a posé problème sur l'écriture? Non, enfin. Le tome 3 était très difficile à écrire parce que les thématiques étaient dures et tout ça. Et il y avait vraiment, je voulais que l'évolution du tome 3 aille vraiment vers la rédemption et je veux dire, il y ait une évolution vers le côté positif dans cette thématique-là. Et puis c'est vrai que quand on écrit sur l'univers du porno, la société, en fait, a mis un peu des espèces d'étiquettes sur le porno qui sont pas forcément toujours vraies. Donc c'est vrai que quand on écrit, quand j'écris la série Fucking Love, je trouve ça intéressant de dire oui, il existe ce porno-là, mais il existe celui-là et celui-là, il est beaucoup plus éducatif, il est beaucoup plus sain et il n'est pas tout ce qu'en fait on voit le plus parce que souvent on entend parler davantage de choses négatives que de positives. Et je trouve ça intéressant de mettre en lumière toutes les thématiques qui sont positives. Et souvent, pour mettre en lumière les thématiques positives, il faut aborder en fait l'inverse. Et ça reste des humains, en fait. C'est ça. Ce qu'elle a fait dans Fucking Love, c'est que ça permet de voir aussi que derrière ce qui se passe, derrière un écran, il y a quand même il y a des hommes, quoi. Voilà. Parce qu'on nous, on voit du porno et ce qui se passe dans leur vie, après, derrière, voilà, ça existe aussi. C'est vachement humaniste, en fait, Fucking Love. C'est gentil, Vilaine. D'accord. Et Cœur d'homme, effectivement, vous dites qu'il trouve ça tellement inédit et génial de l'avoir exploité. Et effectivement, c'est très rare dans le milieu littéraire en général. Hein. Donc en général, c'est très rare de trouver des romans qui s'attaquent à cette thématique. Il existe effectivement des romans dits érotiques, porno, on peut entrer dans cette catégorie-là, mais sans entrer dans cette étiquette, vous êtes l'une des rares à vraiment exploiter à 100% ce milieu. Bah, je dis déjà bravo. C'est gentil. Mais ouais, c'est vrai que c'est très intéressant. C'est un milieu qui vraiment, quand on saute le pas en fait du côté tabou et du regard de la société, on apprend énormément de choses. Et personnellement, en tant qu'auteur, j'ai appris énormément de choses et ça reste quand même quand j'écris un thème de Fucking Love, j'ai l'impression de rentrer à la maison, quoi. C'est génial. Ah oui, c'est ça, effectivement. Parler de ce tabou, c'est un peu, on va dire, enlever une étiquette déjà, juste enlever l'étiquette pour que le public puisse se dire, voilà, c'est pas que ça. Ce que vous voyez, c'est pas cette réalité. Donc, et franchement, c'est bien de l'avoir exprimé comme ça, c'est bien que vous soyez, on va dire, je dis pas engagé, mais que vous ayez fait la première démarche pour que votre public, déjà, prenne conscience de ce que c'est en fait. Et ça, franchement, c'est quelque chose de très bien, quoi. Et est-ce qu'il y a des gens, justement, par rapport à ce roman, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous voir, vous dire, je n'ai pas aimé parce que c'est quelque chose qui me dérange? Est-ce que ça vous est arrivé qu'il y ait des personnes qui viennent vous dire ça de cette façon? De mon souvenir, non. J'ai plutôt l'inverse, en fait, des gens qui m'envoient des MP ou même en salon qui me disent qu'ils avaient beaucoup d'a priori sur cet univers-là
et que par les lecteurs ou par en fait le bouche à oreille, ils ont décidé de sauter le pas et ils ont été quand même plutôt agréablement surpris. Après, je pense qu'il y a des gens qui évidemment ne veulent pas sauter le pas et libre à eux, je comprends totalement. Mais pour l'instant, j'ai pas été confrontée directement. Et dans tous les cas, je comprends ceux qui aiment et qui sautent le pas et ceux qui ne veulent pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord. Oui, c'est vrai que chacun a son point de vue sur le sujet. Donc là, est-ce que vous avez des questions? Ah, bah voilà, Cardam, j'ai une question. Donc, Cardam, alors, du coup, Marie-Amélie, je sais que vous avez chacune des romans MM en solo qui arrivent très bientôt, mais est-ce que vous avez un projet de MM ensemble prochainement? Si oui, pouvez-vous nous en parler? Oui, donc ce sera le MM surnaturel qu'on devrait sortir en 2021. Ouais. Je pense, 2021. Enfin, il y en aura d'autres aussi. Oui. Il y en a un autre qu'on peut. Non? Oui, il y en a d'autres. Je vais te dire là tout de suite. Alors, en fait, des fois, on a des thèmes et on se dit, on ne sait pas encore si on va les faire en MM ou en MF. Donc, sûr déjà, tu vois Supernatural, tu vois Destiel, bah ça sera ça. Ce sera le prochain qu'on va faire sur Et après, de toute façon, on en parlera sur nos réseaux sociaux, tout ça. On y va un peu au feeling là-dessus. D'accord. Et est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu de vos projets personnels et parce que, vu qu'on sait déjà pour le projet collaboration, vos projets personnels, est-ce que vous pouvez en parler brièvement, parce que vous avez annoncé sur Facebook, sur vos réseaux sociaux, mais ici, est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots sur ces projets-là? Ah, oui, alors, donc moi j'ai un prochain MM là, qui sort dimanche prochain. Ça s'appelle Blackbird Song, donc c'est un MM entre un biker et une rockstar. Voilà, ça va traiter surtout de la confiance en soi. En fin de compte, ce sera deux personnes, deux hommes qui manquent de confiance en eux et qui vont se rencontrer et voilà, et que ça va percuter en fait. Ensuite, ce sera le prochain MM solo que j'aurai, ce sera pour 2021 aussi. Ce sera dans la série Rédemption, le dernier, Yevgeny. Voilà, donc celui-là, ce sera Dark. Et il sera évasion, enlèvement, ce genre de choses. Et je rebondis juste sur Blackbird Song qui est génial. Je suis en train de faire la bêta et il est top. Vraiment, je trouvais que Marie a exploité l'univers du rock d'une façon très crédible et vraiment, je vous le conseille. Et alors, en solo, j'ai prochainement... moi, je sens pas mal de MM, donc du coup... En août, j'aurai une nouvelle spin-off qui s'appelle Decay. C'est sur l'univers de l'Urbex, en fait. Donc, en fait, on retrouve un héros qui a été dans un bouquin MF, en fait. Donc, je lui ai fait sa propre nouvelle. Ensuite, j'ai la suite de la série Fucking Love qui sortira. Donc, un tome 6 en 2020. Puis après, le 7 et 8 en 2021. Et à la fin de l'année, j'aurai le premier tome d'une nouvelle série moitié MM, moitié MF sur le thème des bikers. Donc, voilà. Pour les projets. Effectivement, l'univers des bikers, rock'n'roll, enfin tout ce qui est grunge, c'est quelque chose qui joue, qui revient assez souvent en fait. C'est passionnant, il y a plein de... Je pense qu'il y a encore des choses à dire là-dessus. Donc, oui, c'est ce qui effectivement, celui-là aussi, cet univers qui est assez... alors, ça fait un moment qu'il est déjà exploité, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je pense certains auteurs sont toujours en surface, mais jamais en profondeur dans ce genre de milieu. Mais c'est vrai que c'est pas ce qui manque. Hein. Enfin, j'adore, hein. Je vais pas me mentir, j'adore tout ce qui est biker. Donc ça, c'est bien ça. Donc ça, c'est vos projets solo. Vous avez annoncé aussi vos projets duo. Est-ce que vous avez, comment dire, par exemple, s'il y a des gens qui veulent se lancer justement dans tout ce qui est collaboration ou même seul, est-ce que vous avez des conseils? On entend beaucoup de personnalités d'auteurs et d'autrices qui donnent des conseils, mais vous, comme vous êtes plutôt un duo à quatre mains, est-ce que vous avez un conseil à donner pour des futurs duos, par exemple, pour comment travailler en équipe, etc.
Bah, il faut déjà trouver la bonne personne, je pense. C'est vraiment une histoire de confiance et de trouver son âme sœur littéraire. Donc déjà, c'est assez compliqué. Nous, on a eu du bol. C'est clair. On a eu énormément de chance de se rencontrer. À partir de ce moment-là, après, je pense que les choses, c'est en fonction de comment on les ressent, de comment on a envie de les vivre. Je sais pas s'il y a vraiment de conseils à donner. Le truc, c'est de se faire plaisir et de faire ce qu'on a envie de faire. De prendre en considération l'autre, évidemment. Quand on est à quatre, on va dire, la contrainte, mais bon, quand on a trouvé la personne avec qui écrire, c'est même plus une contrainte, en fin de compte. C'est plutôt une aide, même. Ouais, c'est une force, même. Ouais, voilà. Mais ouais, il n'y a pas de code, c'est chaque binôme va fonctionner différemment. On en a rencontré qui écrivaient une phrase chacun. Ouais. Elles écrivaient en partage d'écran. Voilà. On en a rencontré qui vont écrire tous les deux des personnages, les deux personnages, mais sur des chapitres différents. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de contrainte. Il faut vraiment faire en fonction de ce qu'on a envie de faire et de comment on a envie de le faire. Oui, c'est ça, et de s'écouter surtout et de communiquer. Je pense que c'est comme dans n'importe quelle collaboration, que ce soit pour le boulot ou dans la vie en général. Quand on bosse avec un co-auteur, on est quand même, on forme un duo et il faut de la communication. Je pense que si on communique pas et si on parle pas, ça fonctionne pas. Voilà, il faut vraiment rien c'est vrai, c'est clair, il faut vraiment rien se cacher entre co-auteurs, en fait, au niveau de l'écrit. Il faut arriver à dire, non, ce que t'as fait là, c'est naze, j'aime pas du tout, quoi. Avec les formes, quoi. Oui. Mais il faut savoir le dire, quoi. Il faut pas avoir peur de le dire sinon on subit, en fait, et ça va pas. Il faut pas qu'il y en ait un qui subisse ce que l'autre écrit. Voilà. Il faut vraiment trouver son équilibre avec la personne avec qui on écrit. Je pense que c'est vraiment le truc le primordial. C'est pour ça que je pense qu'on peut pas se lancer avec n'importe qui sans. Parce que si tu te lances avec quelqu'un que tu connais, avec qui t'as rien vécu, t'as rien connu, tout ça, et qui t'envoie un truc et que tu te dis putain mais c'est archi-naze, comment je vais faire pour lui dire. Là c'est que ça va pas déjà. Je pense qu'il faut bien connaître. Ouais, voilà. Il faut vraiment avoir une confiance absolue en l'autre personne. Oui, effectivement, grâce à la communication, vous pouvez résoudre des problèmes. Est-ce que ça vous arrive d'être en désaccord, en fait, toutes les deux? C'est-à-dire sur un personnage, une trame, quelque chose? Non, généralement non. Après, voilà, on va écrire des fois un chapitre et puis on va se dire, Amélie ou moi, peu importe, on va se dire, non, ce passage-là, c'est pas trop ça, en fait, ça va pas, ça correspond pas trop avec le personnage ou ce qui va venir, blablabla. Voilà, c'est des trucs qu'on modifie sur l'instant, quoi, mais sur le gros de la trame, non, parce qu'on l'a fait ensemble. Ça. Donc, généralement, on est assez d'accord et on n'a jamais été dans des désaccords en face contre. Non, jamais. Ça nous est jamais arrivé. Mais ouais, il faut vraiment communiquer, arriver à communiquer avec l'autre personne, pas pour que ça coule de source, quoi. Après, c'est des trucs qui viennent avec le temps aussi, ça. C'est pas des choses que tu peux forcer, en fait. C'est clair. Alors, j'ai une question de Pierre Dom qui dit « Est-ce que chacune incarne un personnage ou vous mélangez vos plumes ?» Non, chacune a son personnage. Tout le temps. Ouais. On a essayé une fois de changer, c'était un enfer. C'était horrible, ouais. Donc, du coup, on le fait plus. Du coup, vous vous arrangez, justement, par rapport à la communication, vous vous arrangez pour que chaque personnage soit en harmonie, entre guillemets, avec l'autre, pour que ça fasse vraiment quelque chose d'assez linéaire. Exactement. En fait, si tu veux, au début, quand on crée l'histoire, on se fait une fiche personnage assez succincte. Ça va être vraiment sur les aspects les plus forts de la personnalité, du caractère et du passé du personnage. Et on se les échange. Et puis après, à partir de ça, on va commencer à écrire l'histoire. Et là, on va étoffer, en fait. Si tu veux, des fois, il va partir timide, il va arriver, il va être super arrogant, tu vois. Mais ouais, c'est des trucs qui viennent au cours de l'histoire et qu'on adapte en fonction du personnage de l'autre aussi, pour que la relation amoureuse qu'on avait voulu mettre en place se déroule comme elle doit se dérouler, quoi. Ouais, en fait, vu qu'on écrit chacun un personnage, des fois, quand on s'échange nos fiches perso, on vit un peu comme une rencontre dans la vie de tous les jours, quoi. Donc, à chaque manuscrit, on fait la rencontre de son âme sœur, entre guillemets, pour cette histoire. Donc, c'est assez intéressant. Et justement, quand vous faites ça, chacune de vos personnages, au niveau d'écriture, est-ce que c'est chacune qui écrit un chapitre ou effectivement vous écrivez une partie et que l'autre, quand ce sera le tour du personnage d'interagir, l'autre intervient, etc.
Non, nous, c'est vraiment un chapitre, un personnage, donc c'est un chapitre, chacune notre tour. C'est ça. Ouais, voilà, on tourne comme ça, en fait. Alors, on a une question de Angèle qui dit: vous aimez varier les sujets, vous avez jamais pensé à écrire sur des relations qui sortent encore plus des sentiers battus, comme les threesomes, couples ouverts, etc. Attends, excuse-moi, j'ai pas compris la fin de ta phrase. En fait, c'est plus les sentiers battus, donc ceux qui, plus les couples ouverts, ou bien les couples à trois, enfin, etc. Ah, les trisomes. Bah, Amélie, on a fait un. J'en ai fait un MMF. C'était, alors honnêtement, c'est passionnant tout ça, mais c'est très, 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 très dur à écrire. Dans le sens, en fait, en tant qu'auteur, je pense que t'es comme moi, Vilaine, il faut quand même que ce soit, tu sens que ça soit crédible dans le sens, et c'est ça. Et j'ai trouvé que c'était très difficile dans une relation à trois de moi écrire que ce soit crédible. J'adore en lire, mais je trouve qu'à l'écrit, c'est très très compliqué. Donc je pense que j'ai fait un test une fois. J'espère ne pas m'être trop vautrée, mais je préférerais en lire. Ouais, c'est des thèmes où on a tenté une fois. Nous en tant qu'auteur, on n'était pas à l'aise dans le sens où on s'est pas senti. Enfin, moi, je me suis pas sentie légitime et dans mon élément. Donc ouais, les trisomes, ça sera pas pour tout de suite une nouvelle. Non, je me sens pas d'écrire un truc comme ça. Des fois, j'ai déjà du mal avec deux. Alors, je me dis que si j'en rajoute un troisième, ça va être une catastrophe. Mais dans l'absolu, je rêverais d'en écrire un trio MM. Ah ouais. Voilà. Dans l'absolu, ce serait vraiment génial, quoi. Mais pour l'instant, je sens vraiment pas le truc, quoi. Je pense qu'il y a des histoires et des thématiques, c'est en pratiquant, en lisant, et puis nous, en tant qu'auteur, en évoluant, on se sent plus légitime. Ça vient avec l'expérience. Exactement. Tu oses plus de choses après. Plus tu as d'expérience dans le domaine, plus tu oses des choses. Effectivement, il y a quand même des domaines où là, c'est vraiment pas possible. Alors, donc il y a Gaël qui pose comment vous êtes rencontrés. Là, on part du Génésis. C'est vraiment à la création de la team, à la création du duo. Et ben, on s'est rencontrés sur un forum qui était dédié à la confrérie de la Dagmar. Voilà, parce qu'on était toutes les deux très fans de cette série. Et c'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé donc à écrire des fanfictions ensemble. Et de fil en aiguille, on est venu à écrire nos propres romans. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser? Oui, c'est ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ah, il y a quelqu'un qui commente. Alors, le temps qu'elle écrit sa question. Ah, bah, c'est tout bon. Ok. D'accord. Bah, c'est tout bon. Si c'est tout bon pour vous. Ah, juste avant qu'on se sépare, est-ce que vous avez une dernière recommandation, quelque chose un conseil? Si vous avez un dernier conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, quel que soit en duo ou bien en solo, est-ce que vous avez un conseil en particulier à donner à cette personne? Moi, je dirais à cette personne de se faire plaisir avant tout. D'écrire par envie et par passion avant tout. Vraiment. C'est ça. De surtout pas tenir compte de ce que... Enfin, si, il faut tenir compte de ce que les autres vont lui en dire de son écrit. Mais d'arriver à se préserver à ce niveau-là. De pas se poser 36 milliards de questions et de se lancer. Quoi. Parce que c'est le plus important, c'est ça, en fait. C'est de s'éclater dans ce qu'on fait parce que sinon, ça fait l'intérêt. D'accord, effectivement, de prendre de plaisir à faire ce qu'on fait et non d'écouter les avis des autres en priorité. Voilà, parce que de toute façon, ça ne peut jamais plaire à tout le monde, c'est impossible. Exactement. D'accord. Alors, je vais juste voir si les deux derniers ont quelque chose en plus à rajouter. Je vois si Corban et Gaëlus qui veut dire quelque chose. D'accord. Alors, une question toute bête. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par de la fanfiction, même si c'est de l'écriture, ou bien
ou bien c'est mieux de commencer par écrire quelque chose d'assez original? Je pense que si à partir du moment où tu as des idées pour écrire quelque chose d'original, il faut pas se trouver. Exactement. Il faut se lancer. Ouais. C'est vrai que nous, la fanfiction, ça nous a permis en fait de commencer un projet, de le finir, d'apprendre un peu à faire les bases au niveau d'écriture, comment construire une trame, tout ça, de comment on évolue avec des personnages. Je pense que ça nous a permis d'apprendre les bases. Mais je pense qu'on les aurait aussi appris en écrivant nos propres écrits. Je pense pas qu'il y ait de meilleures écoles, si tu veux. En fait. D'accord. Effectivement, tant qu'on a de l'imagination, on peut tout faire. On peut tout écrire. Tout à fait. Alors, il y a quelqu'un qui dit la fanfiction n'a pas très bonne image, malheureusement. Oui, effectivement, ça. Moi, c'est dommage parce que ça permet de vivre des histoires qu'on n'a pas, par exemple des siennes, tu vois. En fanfic, voilà. C'est l'opportunité en fait de prolonger en fait un pitch ou des couples qui n'existent pas dans la réalité. Ouais. Ça ouvre encore plus l'univers. C'est génial la fanfiction, c'est génial. C'est ça. Et des fois, il y a des fanfictions qui dépassent l'œuvre, mais qui sont aussi bonnes que l'œuvre originale. C'est tout dans la tête. Oh oui. Alors, donc il y a quelqu'un qui continue à dire, alors perso, j'ai aussi commencé comme ça et c'est une bonne école finalement. Bah oui, effectivement, c'est une bonne école. Oui. Puisque j'ai commencé aussi à titre personnel par la fanfiction et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Amélie et Marie. Et effectivement, c'est une très bonne école, ça nous apprend beaucoup de choses et ça nous ouvre aussi plein d'ouverture d'esprit, on va dire. Ça nous ouvre en me disant, c'est bien beau d'exploiter ceux des autres, mais on peut aussi faire plus avec un autre personnage qu'on peut créer. Exactement. Ça te prouve qu'un univers n'est jamais figé. Tout à fait. Ça peut toujours évoluer. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on peut dire que cette rencontre touche à sa fin. En tout cas, merci beaucoup Marie, merci beaucoup Amélie pour cette rencontre, pour cette interview. Merci à toi. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de convention. Continuez, il y en a encore du temps, on est là jusqu'à 22h. Donc, bonne convention à tous et à toutes. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.